Bonjour et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse et un peu émue, je l'avoue, de vous retrouver ici à Lourdes, à la Cité Saint-Pierre, pour un nouvel épisode sur les femmes et en particulier les femmes en situation de précarité. Les études le montrent, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de tomber dans la grande pauvreté. Nous allons donc aller à la rencontre de femmes, victimes et héroïnes du quotidien qui vont nous partager leur parcours. Et puis, nous allons essayer de nous intéresser à la question de leur dignité, comme nous y invite le pape François dans son encyclique Laudato Si. Je vais pour cela retrouver Thierry Deslauriers et Marcel Raymond qui vont nous aider à décortiquer tout ça. Marcel Raymond est prêtre jésuite depuis 40 ans et docteur en sciences mathématiques. Il dirige actuellement le CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale, une association jésuite qui propose des formations et des revues sur les questions de société. Marcel Raymond souhaite porter la voix des plus pauvres dans l'espace public et politique. Thierry Deslauriers est depuis 13 ans le directeur général de l'association aux captifs La Libération, qui rencontre et accompagne les personnes à la rue et les personnes prostituées. Ancien ingénieur, Thierry a décidé de mettre ses compétences au service du monde associatif, animé d'un vrai désir d'être l'ami des pauvres. Bonjour Marcel. Bonjour Claire. Bonjour Thierry. Bonjour Claire. Merci d'être avec moi, on va s'installer. Marcel, Thierry, bonjour. Merci d'être avec nous à la Cité Saint-Pierre pour parler des femmes en situation de précarité. Pour rentrer tout de suite dans le sujet, est-ce que vous en côtoyez dans votre quotidien? Est-ce que vous connaissez des femmes aujourd'hui avec des grandes vulnérabilités? Captif, ça fait partie de notre quotidien, mais autant en parler d'une seule. Je pense à Sylvie. Sylvie, c'était une femme qui avait 40 ans, qui avait 5 enfants placés, qui était incroyable de gentillesse. Incroyable de vulnérabilité à l'alcool aussi, c'est pour ça qu'on lui avait retiré ses enfants. Mais voilà, chaque rencontre avec elle, c'était une émotion impressionnante, tellement elle vivait. Et puis, alors j'en parle au passé, parce qu'elle est décédée d'un cancer, elle est morte dans un centre de soins palliatifs. Et quelques semaines avant de mourir, elle nous a dit, s'il vous plaît, elle nous a donné une liste de gens qu'elle voulait voir avant de mourir. Et donc, on a pu la remettre en relation avec la majorité des gens. Malheureusement, les services de l'aide sociale à l'enfance, on ne lui a pas autorisé à revoir ses enfants avant de mourir. Mais voilà, je pense que c'est une tristesse pour moi qu'on n'ait pas autorisé ça, même si c'est difficile pour un enfant de voir une femme en fin de vie. Mais voilà, j'ai beaucoup d'émotions quand je pense à Sylvie, qui en même temps avait une pêche extraordinaire, une bouillée de vie, mais qui était abîmée par son histoire et puis ses failles. Marcel? Oui, moi j'ai beaucoup de visages de femmes qui me viennent, que ce soit lorsque j'étais en Afrique avec toutes ces questions de violences sexuelles dans les parties en guerre, ou que ce soit dans les questions d'abus, voilà, toutes des femmes qui sont très très proches. Et c'est vraiment ça la caractéristique des violences faites aux femmes ou des blessures faites aux femmes, c'est qu'elles sont sous une sorte de cape ou de mur, je mets entre guillemets, d'invisibilité. La plupart ne sortent pas de chez elles. Enfin, moi, dans le quartier où j'étais, une femme et ses enfants, son ex-ami ou son frère, il arrive dans l'appartement et c'est lui qui devient le responsable de l'appartement. Donc, elle n'est plus chez elle, elle doit faire à manger pour lui. Tout ça. Donc, il y a toute une série de choses qui sont invisibles par la culture, entre guillemets, patriarcale de la France, mais pas seulement de la France. Donc vous évoquez différentes formes de vulnérabilité auxquelles sont confrontées les femmes, le fait qu'elles soient aussi invisibilisées. Peut-être un chiffre aussi qu'on connaît assez peu, dans plus de 4 cas sur 5 en France, ce sont les femmes qui sont à la tête de familles monoparentales. Ces mamans sont à peu près 2 millions aujourd'hui en France et risquent de tomber dans une très grande précarité. Alors comment ces mamans solo gèrent-elles leur quotidien? Elles sont face à différents défis, elles doivent trouver un toit pour leur famille, nourrir leurs enfants, veiller à leur scolarité, veiller à leur santé. Pour de nombreuses mamans, c'est un véritable parcours du combattant. Je vous propose de rencontrer Félicité. Elle habite à Malakoff, en banlieue parisienne. Elle s'est battue pendant des années pour pouvoir mener une vie digne et elle a accepté de nous raconter le quotidien difficile des mamans solo. Le quotidien d'une maman solo, c'est quand même difficile. Parce que faut aller travailler, il faut s'occuper de 2 enfants.
aller les chercher à l'école, les déposer, c'est toute une organisation. Là, je suis venue chercher mon fils au taekwondo après le travail. Voilà. Ça va bien là? Tu veux travailler? Oui. Ici, c'est le secours populaire où bon nombre de femmes en situation de précarité viennent prendre des colis alimentaires. C'est vrai, ça dépanne, c'est à moins de coût, mais ça dépanne vraiment et le caddie il est bien rempli. J'ai fait près de 6 ans à l'hôtel, moi. C'était difficile. Il ne fallait pas rentrer chez ta voisine. Les enfants ne devaient pas circuler dans l'allée, pas de bruit. Même en venant de l'école, vous êtes obligés de dire aux enfants, montez doucement les escaliers, pas de bruit. Vraiment, c'était infernal. Nous étions un peu comme la prison, alors que c'était censé être chez nous. Il y a des familles souvent qui n'ont pas de chance, qui se retrouvent à être déplacées d'hôtel en hôtel, d'hôtel en hôtel. Quand j'ai eu mon propre appartement, mais j'étais soulagée, vraiment soulagée parce que je pouvais me permettre de faire ce que j'avais envie. Pour avoir la niaque, je me bats beaucoup pour mes enfants et cette force-là vient de là, en fait. Il faut que j'aille parce que si je baisse les bras, il n'y a personne pour faire pour eux. Donc, je m'inspire de mes enfants et j'ai dit, je dois préparer leur avenir et ben, je me bats pour eux. Alors Marcel, on vient de le voir avec l'exemple de Félicité, c'est une mère isolée qui est issue de l'immigration. Qui sont les mères les plus pauvres en France aujourd'hui? Qui sont les femmes les plus pauvres? C'est difficile de savoir qui est pauvre, qui est plus pauvre. Ce qui est certain, c'est que la pauvreté pour les mamans, pour les mères, c'est une pauvreté de stress. C'est-à-dire, quand je rencontre des mamans avec des enfants, donc isolés, comment est-ce que je vais pouvoir demain donner à manger à mes enfants? Comment est-ce que je vais pouvoir les nourrir, les loger? Et c'est un stress permanent. Il n'y a pas le moindre capital derrière de réserve qui va leur permettre de dire, moi j'en ai pour 3-4 jours. Donc la moindre maladie, je me casse quelque chose, j'ai un rhume, ça déstabilise tout. Donc ça, c'est pour moi la pauvreté la plus forte qu'on peut voir chez les mamans et même chez tous les êtres humains, mais c'est ce stress constant. La précarisation des femmes n'est évidemment pas un problème français. Dans d'autres pays du monde, des pays du Sud également, les mêmes problématiques se retrouvent. On va aller faire un tour en Espagne, dans la ville de Valladolid, pour rencontrer des sœurs religieuses, les Oblates du Très Saint Rédempteur. Depuis 150 ans, elles accompagnent des femmes qui sont marginalisées, qui sont tombées dans la prostitution ou vont tomber dans la prostitution. Alors écoutons Belén Garcia Garcia, qui est la coordinatrice de ce programme d'accompagnement des femmes. Elle nous dit que le plus important, c'est de les aider à se réinsérer dans la société. Entonces, de alguna manera, nuestro centro es un recurso donde ellas pueden tener, aparte de lo que has dicho, de lavar la ropa y de ducharse, también pueden tomar un café, pueden ver la televisión, pueden hablar entre ellas y por un momento salir de la calle. Estas mujeres, he comentado, muchas de ellas carecen de redes sociales, carecen de apoyo familiar, de amigos. Entonces, valoran, los valores de ellas han cambiado de alguna manera. Dejan de cuidarse, suelen tener una autoestima muy baja. Por eso nosotros lo que intentamos, no queremos ser un recurso asistencialista, sino que nuestra meta es la reinserción sociolaboral. Por esa razón tenemos una serie de talleres prelaborales donde las mujeres pueden iniciarse en esa reinserción. Tenemos todo tipo de talleres, pero sí que es importante que los talleres no los tenemos como para adquirir conocimientos, sino para, de alguna manera, reaprender hábitos que las mujeres han ido perdiendo en esta exclusión social, ¿no? Trabajamos mucho la constancia, la puntualidad, la permanencia, el trabajo en equipo, el respeto a la autoridad, a los monitores en ese momento. De alguna manera, hay que empoderar a estas mujeres para conseguir su empleabilidad. La verdad es que
yo creo que ante estas mujeres la sociedad prefiere cerrar los ojos. Es mejor no verlo. Es como que si lo que no se ve, si no se ve el problema, este no existe. Thierry, vous avez un gros programme de soutien des prostituées et ex-prostituées aux captifs, l'association que tu diriges. Ce qu'on entend là, ça doit forcément te toucher ou te rappeler un peu ce que vous vivez en France au sein de l'association? Bah, c'est tout le même, quelque part. Moi, ce que je retiens, deux choses essentielles, c'est la première, c'est qu'il est important que ces femmes puissent trouver un lieu sans enjeu, un lieu où il y a de la gratuité et où elles peuvent simplement se poser et être. Hein. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il va falloir retourner, apprendre une activité, un travail qui va pouvoir leur permettre de vivre, etc. Et que l'essentiel, d'abord, avant le savoir, une compétence particulière, c'est savoir être social et professionnel et apprendre à vivre dans un réseau social qui n'est plus celui de la prostitution et qui est le milieu social de tout le monde. On vient de le voir et on le comprend à vous entendre, la clameur des pauvres dont parle le pape François est en fait une clameur des femmes, peut-être avant tout une clameur des femmes. Alors comment peut-on soutenir ces femmes? Quel rôle pouvons-nous jouer en tant que chrétiennes et chrétiens face à cet enjeu d'importance? On en parle tout de suite. Alors Marcel, on va parler avec toi de deux enjeux en particulier qui touchent les femmes aujourd'hui. On va parler du logement et de l'alimentation. Hein. On le sait aujourd'hui, le mal logement et les difficultés à se nourrir touchent beaucoup plus les femmes seules. Oui, oui, tout à fait. Alors, on l'a entendu dans les reportages, voilà, la nourriture, c'est important. Et donc, aller à la banque alimentaire pour nourrir ses enfants, nourrir sa famille, ben, les mères, les femmes mettent de côté leur dignité parce que, c'est, comme disait Félicité, c'est d'abord son énergie pour ses enfants. Et donc, on le voit bien, l'alimentation est quelque chose qui va les fragiliser, mais qui est aussi le lieu de combat tous les jours. Parce que, bon, moi, ça me rappelle, en Afrique, les mamans, elles disaient, nous... les enfants, ils ont un numéro. Le 1, il peut manger de la viande le mardi et le vendredi, mais pas les autres. Le 2, ce sera... C'est terrible. Parce qu'il n'y a pas assez. Et il n'y a rien de pire que d'entendre un bébé crier parce qu'il n'a pas son lait. Donc, on est vraiment dans une situation où c'est de l'ordre de la survie. Et quand on dit des survivantes, ce sont des battantes. Et donc, elles vont devoir chercher. Et elles sont prêtes à tout. Et c'est ça, moi, qui me frappe. Alors, on voit que ça a explosé les demandes à la banque alimentaire et c'est majoritairement, mais vraiment très majoritairement, des femmes qui viennent chercher de la nourriture et c'est très majoritairement des femmes pour leurs enfants. Donc on le voit bien. Par rapport au logement, c'est encore la même réalité. Donc c'est une triple, quadruple peine. Enfin, tout est lié dans la pauvreté. Et donc le logement, on voit bien que c'est hors de prix de se loger. Et donc, les familles monoparentales, mais même les femmes toutes seules, elles vont être obligées de passer par les marchands de sommeil, qui vont être les seuls à leur permettre de se loger, alors qu'elles n'ont pas les papiers, lorsqu'elles n'ont pas le paiement tout de suite. Elles vont devoir, de nouveau, peut-être payer en nature. Et on a vu combien c'est très fragilisant psychologiquement. Et là, l'abbé Pierre, enfin la fondation de l'abbé Pierre, le dit, une mère avec 3 enfants a 3 fois plus de malchance, pas de chance, mais de malchance, d'être mal logée que les autres, donc dans la population française. Thierry, je voudrais te demander un peu, nous parler de la question de la dignité de la femme dans la Bible. La Bible est faite d'exemples de femmes qui sont audacieuses et combattantes, en fait. Elles peuvent nous inspirer et nous interpeller sur la manière dont on parle de la question des femmes aujourd'hui, en 2023. Alors, tu me demandes une figure dans la Bible, et en fait, comme on est à Lourdes et qu'on a le portrait de Bernadette juste en face de nous, j'ai pensé à Bernadette. Oui. Donc Bernadette, elle était dans une famille, son père était meunier, et puis il n'a pas très bien conduit ses affaires, et puis il est tombé dans la pauvreté. Ils étaient à Lourdes dans quelque chose qui était une cave, humide, malsaine. Et la petite Bernadette, elle était courageuse, elle allait chercher le bois, et on voit bien, courageuse et déterminée.
Et il se trouve que, bon, un jour, paf, la Sainte Vierge vient la voir. Et il y a quand même un peu d'adversité, parce qu'on lui dit, t'es folle, ça va pas, il y a la police, il y a le curé qui veut pas la croire, quoi. Et là aussi, courageuse et déterminée, elle continue, quoi, de manière obstinée, à aller voir cette dame. Quand on lui dit qu'il faut poser la question, elle pose la question. Donc elle refuse de tricher, quoi. Elle est droite, déterminée. Et puis finalement, le curé finit par être convaincu le jour où elle rapporte les paroles. Voilà, je suis l'Immaculée Conception, dans sa langue que je ne sais pas traduire, mais voilà, il dit ça, elle n'a pas pu l'inventer. Et donc il la croit, et à ce moment-là, il se met à la défendre. Et Bernadette, elle a ce grand courage. Et je vois le réseau Saint-Laurent, mais les captifs, quoi, les pauvres ont une amitié pour Bernadette, parce que c'est une fille qui garde cette dignité dans l'adversité, dans la pauvreté, et elle touche énormément les cœurs. Une fois aux captifs, on fait régulièrement des pèlerinages, il y a une délégation qui me voit, on dit « Thierry, on veut aller chez Bernadette à Nevers », quoi. Donc là où elle était religieuse. Et donc on était allé à Nevers, on a passé une journée extraordinaire. Vous avez fait le trajet tous ensemble pour aller tous voir ensemble, cette figure. ouais, on était à 70, on est allé à Nevers, et c'est d'une simplicité, mais on est touché par la simplicité et la droiture de cette fille. C'est incroyable. Tu nous parles de cette figure chrétienne de Bernadette. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas un exemple de femme qui, toi, te touche dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament? Alors, moi, j'en pense à deux. Donc, je pense d'abord à Marthe, donc de Marthe et Marie, mais alors, pas à cause de ce qu'on pense en général. Oui. C'est que quand Lazare meurt, Marthe va voir Jésus. Jésus lui dit, mais il va ressusciter. Elle dit, mais oui, elle donne sa foi. Oui, il va ressusciter des morts. Alors Jésus lui dit, non, je vais le ressusciter maintenant. Mais elle proclame sa foi dans la résurrection. Et dans l'Évangile, c'est la première qui proclame sa foi dans la résurrection contre tous ceux qui sont autour, quoi. Alors peut-être qu'ils croient, mais ils n'ont pas osé le dire. Hein. Et donc, elle a cette foi-là. Et pour moi, cette foi, la résurrection, elle est essentielle. C'est l'essentiel de notre foi. Hein. Et puis, un peu plus tard, Marie-Madeleine, qui est la première à voir Jésus ressuscité et que Jésus envoie annoncer. Hein. Elle est apôtre des apôtres. Et les mecs, ils ne la croient pas, quoi. Ils sont tellement têtus, ils n'y croient pas. Mais on n'a pas de sa réaction. Je dois dire quand même, ils sont un peu bouchés. Hein. Et moi, je vois vraiment les femmes comme ces porteuses de vie et ces porteuses d'espérance qui permettent de traverser les choses. Pape Jean-Paul II disait que les femmes étaient les sentinelles de l'invisible. Il y a un peu de ça dans ce que tu dis. Tout à fait. Oui. Tout et ça te touche particulièrement. Ah oui, ça me touche tout particulièrement. Et vraiment, en fait, il faut avoir en tête que hommes et femmes, il les créa. À sa ressemblance, il les créa. Notre dignité, on la doit à cette ressemblance avec Dieu. Mais cette ressemblance, elle est parfaite que si hommes et femmes sont dans la communion entre eux. Et à partir du moment où il y a un rapport de domination qui s'inscrit, eh ben, on a perdu. Et on voit bien toutes les situations qu'on évoque tout à l'heure, c'est parce qu'à un moment, il y a un rapport de domination de l'homme sur la femme, que ce soit des violences plus ou moins explicites, mais qui sont toujours des violences. Et en fait, il y a une importance d'une communion, pas seulement dans le couple et dans la famille, mais dans notre vie en général, dans nos rapports les uns avec les autres. Il y a un enjeu donc à se laisser toucher par cette question de la place des femmes, un enjeu aussi à rechercher la communion entre nous. C'est ce que font des gens aujourd'hui qui se mobilisent sur cette question. On en parle tout de suite. Alors Marcel, Thierry, parmi les solutions aujourd'hui pour soutenir les femmes en précarité et les mamans isolées, il y en a une qui marche très bien, c'est l'Oasis des familles. C'est une jeune structure qui est en région parisienne et qui a le soutien du Secours catholique. Je vous propose de retrouver Félicité qu'on voyait en début d'émission. Elle est accompagnée par cette association, l'Oasis des familles. Regardez ce reportage de Marine Belmont. Là, on a l'Oasis des familles, là. Donc on va sonner. Venez avec moi, Félicité. Khalil, vous pouvez venir avec moi. C'est une fierté pour moi que ce lieu puisse exister parce qu'on a tellement combattu pour avoir ce lieu-là. On a été voir les élus et moi particulièrement, j'ai participé à la négociation avec les élus. Et à l'Oasis des familles, les mamans, elles viennent se poser là, tranquilles, se vider la tête, s'échanger avec les autres et après rentrent chez elles. Quand tu viens ici, là, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens bien. Mes enfants, ils aiment bien.
Même quand ils viennent au foot, ils disent maman, allez, on y va à l'Oasis. Mais quand je dis non, moi je suis fatiguée, non, on y va. Ils aiment bien. On a un repas partagé ici. Et donc, c'est le genre de repas que vous voyez là qu'on a ici. Chacune envoie ce qu'elle peut, qu'elle cuisine chez elle. Moi, j'ai préparé que des croquets, c'est des galettes. C'est pour les goûter ou bien le petit déjeuner le matin. Les enfants, ils ont adoré, même les adultes, les mamans aussi. Pour être membre de l'Oasis des familles, il faut d'abord commencer par lire la charte. Quand tu es d'accord, tu la signes, tu peux être membre de l'Oasis des familles. Ici, on doit parler que le français en fait. Par exemple, sauf quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, vraiment qui ne comprend pas le français, peut avoir une personne pour traduire le français, mais interdit de se communiquer en dialecte ou il faut parler que le français. Le français, Chaque vendredi, on a un conseil de famille ici où on a un journal de bord. En fait, c'est ce qu'on dit à la réunion qu'on symbolise en fait sur le document. Et mais on résume d'une manière vraiment très succincte qu'on dépose là. C'est important pour la personne qui ne sait pas lire tout de suite, si elle voit la page, elle saura forcément que peut-être il y a eu ça, on a parlé de ça ce jour. Allez, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Maître Robert. Marcel, on voit qu'il y a des associations comme celle-ci qui se démènent aujourd'hui pour venir en aide aux femmes. Ça veut dire que les services publics font pas assez ? Laudato Si insiste énormément sur le prendre soin, sur le lien, mais c'est cette attention, se prendre soin des personnes. Et c'est ça que le service public, il ne peut pas faire, parce que il va donner des soins, mais il ne va pas vraiment aller jusqu'à prendre la personne. Mais on a besoin du service public. Comme toujours, c'est lui qui va permettre à toutes ces associations de survivre, de bien vivre, d'avoir un local. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment l'interaction des deux. Ouais, moi, ce que je pense qui est très important, et je pense qu'il y a une défaillance de l'État, c'est sur le sujet, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des corps intermédiaires et à toutes les échelles. Et là, on est sur l'échelon de base et qui est fondamental. Et alors, c'est pas dit dans le reportage, mais j'ai l'impression qu'en plus, l'animation est très fortement prise en charge par les femmes elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment une clé, parce qu'on remet les personnes en responsabilité, elles reprennent en charge leur destin de vie, elles reprennent en charge l'animation de leur communauté. Et il y a vraiment une tendance dans beaucoup d'associations à développer ces solutions. Alors dans le vocabulaire, on appelle ça redonner le pouvoir d'agir ou redonner le pouvoir de vivre. Après, il y a différentes déclinaisons. Mais l'idée, on peut habiter complètement sa dignité si on peut l'exprimer totalement. Et c'est ça l'enjeu. Et les pouvoirs publics, il faut seulement qu'ils le permettent et qu'ils le laissent s'exprimer. Mais il ne faut pas qu'ils aillent foutre leur nez dedans, comme dit Marcel. Justement, Thierry, il y a des personnes qui se mobilisent aujourd'hui très concrètement auprès de ces femmes. Écoutez les témoignages de Marie-Dominique, Maglone et Joël. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Dominique, je suis urbaniste spécialisée dans les questions de développement et d'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans en Amérique latine et en Afrique auprès d'associations de femmes dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, j'appuie des institutions de ces pays, comme le ministère de la Justice au Congo-Brazzaville, pour organiser un réseau de lutte contre les violences faites aux femmes et faire évoluer les normes sociales et la législation pour l'égalité. C'est des questions qui me passionnent depuis longtemps et c'est un combat qui est loin d'être terminé, même ici. Ce qui me motive, c'est l'émancipation des femmes et je pense qu'un monde plus égalitaire implique aussi des changements chez les hommes. Notre parrainage consiste à accompagner une femme isolée avec un ou plusieurs enfants, c'est donner de son temps, être à l'écoute. Et on s'est engagé en fait parce que c'était une cause qui nous tenait à cœur. Et puis ça nous permettait aussi d'avoir une organisation libre et simple dans l'engagement dans lequel on voulait se lancer. Et ce qui nous plaît dans cette démarche, c'est qu'on peut le faire en famille. Puis on a la sensation
de se rendre utile et c'est un enrichissement personnel. Ce que tu disais, Thierry, se ressent vraiment dans les témoignages, c'est-à-dire qu'on est tous, toutes appelés à s'engager sur cette question de l'émancipation des femmes, de lutte contre la précarité des femmes. Est-ce que l'un et l'autre, vous auriez des conseils ou des pistes spirituelles à donner à nos téléspectateurs qui nous regardent? Marcel, notamment, tu es prêtre parmi tes 1001 casquettes. Est-ce que tu aurais un conseil spirituel à donner à ceux qui nous écoutent? Que moi me touche beaucoup dans l'Évangile, c'est le premier geste qu'a fait le ressuscité, c'est il a rangé sa chambre, il a rangé son tombeau, il a mis à droite les draps et à gauche le suaire. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je pense que le travail des femmes et le travail des hommes doit devenir un travail de soin, c'est Laudato Si. Or, le soin, ce n'est pas nécessairement la production, ce n'est pas nécessairement faire des choses, construire des choses. C'est de pouvoir simplement habiter, avoir l'attention à ce qui est le lieu de vie. C'est un travail extrêmement important de soigner la qualité de la vie, la qualité du bien vivre. Donc pour moi, le conseil d'action, c'est d'abord d'être attentif à ce soin de la planète, ce soin de la vie ensemble. Voilà. Et ça, je le découvre tous les jours chez les hommes et les femmes, mais ça devrait être plus reconnu, parce que souvent c'est invisibilisé. Merci beaucoup, Thierry. Ça rejoint l'idée que j'avais. Mais non, mais tant mieux. C'est de prendre le temps de contempler ce que font les femmes qui sont autour de nous. Quand on est marié, à commencer par notre épouse, mais aussi notre mère, nos filles, nos sœurs, et de pouvoir avoir cette gratitude envers Dieu de tout ce qui se fait, et puis de gratitude envers elle, de savoir dire merci, de savoir reconnaître, travailler les gratitudes. Merci beaucoup Thierry, Marcel d'avoir été avec nous pour cet épisode. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Merci à chacun et chacune d'entre vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.